dimanche 7 novembre 2021. Vous le savez très certainement, la 26e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques se tient en ce moment à Glasgow, c'est en Écosse. D'ailleurs, cette conférence est réunie depuis le 31 octobre et va se poursuivre jusqu'au 12 novembre de cette année. 5 ans après la COP 21 qui a donné lieu à la signature de l'accord de Paris, les 197 parties signataires doivent tout mettre en œuvre au cours de ces travaux lors de cette COP 21 pour atteindre l'objectif du maintien du réchauffement climatique à 1,5 degré, à plus 1,5 degré. Au moment où cette conférence se tient donc à travers l'Europe et même dans plusieurs autres continents, on voit néanmoins un certain nombre de manifestants ou manifestations qui dénoncent un certain nombre de questions autour de cette problématique. Ici au Cameroun, le sujet ne laisse pas certains indifférents, même si beaucoup donnent l'impression qu'ils ne sont pas concernés. Il y a tout récemment un rapport du Centre pour l'environnement et le développement qui a été mis sur la place publique à travers ses responsables pour relever un certain nombre d'écarts sur les valeurs des produits dérivés que le Cameroun déclare chaque année comme étant exportés vers le Vietnam. Ce sera certainement le point essentiel de cette émission, puisque le secrétaire général du Centre pour l'environnement et le développement est l'invité de ce dimanche. Avec Samuel Guifo, nous allons grandement évoquer cette question-là, peut-être des enjeux, des questions environnementales partant de la COP26 et le Cameroun de l'Afrique, mais aussi l'exploitation de notre bois. Mais vous le savez, face à l'actu, c'est également la rétrospective des grands sujets de l'actualité, tels que traités par la rédaction de STV. On reviendra donc grandement sur un certain nombre cette semaine, notamment la rencontre de Toronto avec les séparatistes qui se sont réunis pour faire le point éventuellement, voir comment poursuivre leur mouvement dans les jours, mois et années à venir. Cette semaine également, on a pu voir le déploiement de la Commission nationale pour le bilinguisme et le multiculturalisme ici à Douala. Peter Mafani Moussongue, le président de la commission, est donc venu faire le point et l'état des lieux avec des responsables du secteur privé, notamment pendant ce temps, Paul Tasson, le ministre délégué à l'économie, était à Boya dans le cadre de l'évaluation et de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2030. Vous le savez, il est également le président de cette structure chargée de la reconstruction des zones du nord-ouest et du sud-ouest. Que dire de la dédicace de Maurice Kamto à Yaoundé, mais également du 6 novembre. Voilà autant de sujets qu'on va développer ce soir. Samuel Guifo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dipita. Merci infiniment d'être des nôtres. Vous êtes parti de Yaoundé pour, entre autres, cette émission. Évidemment, pour parler des questions environnementales. Merci de m'avoir invité. Je voudrais d'abord, avant peut-être de planter le décor ou rentrer dans le fond du sujet, qu'on se comprenne, en fait. Pourquoi ça nous intéresse tant? Ces choses qui, semble-t-il, ou du moins telles qu'on les observe, sont évoquées tellement loin, à plus de 6000 km. Et très peu souvent, nous nous sentons concernés, impliqués au cœur de la décision. Alors, c'est particulièrement important d'évoquer la question des changements climatiques. La planète entière se réunit. Année après année, les principaux leaders du monde se retrouvent pour parler du réchauffement de la planète. Cela veut dire que c'est un problème et c'est présenté à juste titre comme le principal problème auquel l'humanité ait eu à faire face. C'est ce qui est en jeu en fait, c'est la capacité à vivre sur la Terre, la capacité de la Terre à maintenir la vie. Si la planète se réchauffe un peu trop, la vie sera impossible sur la Terre. Alors, on peut comprendre que ceux qui sont les plus préoccupés, en tout cas ceux qui en parlent le plus, soient les pays occidentaux, et que dans nos pays, au Cameroun par exemple, ce ne soit pas un sujet d'actualité première. Et pourtant, c'est à tort, parce que nous dépendons directement, et plus que les autres, de la nature pour notre vie quotidienne. Notre agriculture repose sur la nature. On ne peut semer que quand les pluies commencent. Donc nous sommes directement liés à ce cycle-là. On n'a pas les moyens d'irriguer partout. Et donc si la planète se réchauffe, si le climat se dérègle,
nous aurons des problèmes. Nous serons les premiers à subir ces problèmes. Regardons un peu la configuration du continent. Et là, nous sommes à Douala. La plupart des grandes villes du continent sont des villes côtières. Et l'un des effets du réchauffement de la planète sera de faire remonter le niveau de la mer. On parle d'à peu près d'un peu moins d'1 mètre depuis le début de l'ère industrielle et on pense que la mer, le niveau de la mer continuera de monter au cours des années qui viennent. Pour les villes côtières, une ville comme Douala qui n'est pas directement côtière mais qui subit des inondations justement, c'est une ville qui sera encore un peu plus exposée que par le passé. Et regardons un peu toutes les villes côtières. Regardons Lagos, regardons Cotonou, regardons toutes les grandes capitales africaines sont d'abord des villes côtières. Une augmentation du niveau de la mer poussera une partie des habitants de ces grandes villes à se déplacer de là où elles sont. Imaginez un peu que 15, 20%, 25% de la population de Douala soit obligée de s'en aller parce que les parties de la ville qu'elles habitent deviennent inhabitables. Donc c'est un problème qui nous concerne tous et c'est un problème sur lequel nous devons tous être mobilisés. Avant peut-être de rentrer, je l'ai dit, dans le véritable fond du sujet, je propose qu'on aborde ce premier élément qui revient effectivement sur les enjeux que l'Afrique, le Cameroun, ou l'intérêt que ces zones pourraient avoir de la COP26 qui se déroule à Glasgow. C'est à travers ce reportage. C'est la première grande annonce des dirigeants présents à la COP26. Une centaine de pays, représentant 85% des forêts du monde, se sont officiellement engagés à enrayer la déforestation d'ici à 2030. Parmi les territoires concernés, la forêt d'Afrique centrale, la forêt boréale du Canada et la forêt amazonienne. La forêt d'Afrique centrale est souvent surnommée le deuxième poumon de la planète. D'une superficie de près de 200 millions d'hectares, il s'étale sur 6 pays. Quelques 60% de sa superficie se trouvent en République démocratique du Congo. Les 40% restants sont partagés entre le Cameroun, la République du Congo, le Gabon, la République centrafricaine et la Guinée équatoriale. La 26e conférence des Nations Unies sur le changement climatique a lieu à Glasgow, en Écosse. Près de 200 pays ont répondu à l'appel. Le ministre des Relations extérieures, en compagnie des ministres de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable, des forêts et de la faune, sont à la tête d'une délégation du Cameroun. Mais évidemment attentif de ce qui se passe de l'autre côté sur les premières décisions, les premières approches, les premières propositions pour l'Afrique, pour le Cameroun. Vous êtes confortable? Alors, on peut dire qu'on s'y attendait. Parce que quand on a une réunion comme celle-là, une rencontre comme celle-là, on peut bien penser que les décisions ne se prennent pas ce jour-là. Ce qui se décide à Glasgow a été préparé avant Glasgow. Et on peut savoir, il n'y aura pas de trop grande surprise, je dirais. Donc on peut savoir un peu avant, et on le savait un peu, ce qui sera décidé, ce que les décideurs mondiaux adopteront, en gros. Donc, on sait qu'on discutera des contributions nationales déterminées, c'est-à-dire de l'engagement de chaque pays en termes de réduction des émissions sur son territoire. Et on sait déjà qu'on sera assez loin des objectifs qu'on attend. On discutera également de financement, d'aide aux pays du Sud pour s'adapter. Parce que le climat change, nous avons une manière de vivre et il faut s'adapter progressivement à tous les changements climatiques. Il faut s'adapter à cela. Et cela nous concerne un peu plus que les autres. Et là également, on sait qu'on sera largement en deçà de ce qui est effectivement attendu dans les pays du Sud. Mais on sait qu'un effort est fait et dans tous les cas, cet effort reste très loin de ce qui est attendu. Cela dit, revenons donc au sujet central de l'émission, le rapport du Centre pour l'environnement et le développement. D'abord, en 2 ou 3 mots, nous savons que vous exercez depuis plus d'une vingtaine d'années, sensiblement. Exactement. C'est quoi ce centre? Alors, le Centre pour l'environnement et le développement, c'est une ONG qui a pour champ d'action géographique tout le bassin du Congo.
et qui travaille sur des questions de gestion des ressources naturelles. Nous nous intéressons à la gestion des forêts, à la terre, aux ressources extractives, donc c'est la mine, c'est le pétrole, le gaz. Et ce que nous faisons, c'est nous assurer que l'exploitation de ces ressources-là, la gestion de ces ressources, tient compte des droits des populations qui vivent dans ces espaces et que les revenus tirés sont effectivement utilisés pour le bien-être des pays dans lesquels la gestion, l'exploitation se passe. Ce qui nous préoccupe pour notre angle d'attaque, notre porte d'entrée, c'est la question environnementale et c'est la durabilité. Comment s'assurer que l'exploitation n'a pas de conséquences irréversibles pour l'environnement et pour la vie des populations rurales. Donc c'est ce que nous faisons. Nous travaillons, nous sommes basés à Yaoundé, comme vous l'avez dit, et nous travaillons avec un groupe de partenaires ONG locales dans différents pays, mais également au Cameroun. Nous sommes membres de plusieurs réseaux avec lesquels nous travaillons, et l'une des actions que nous menons, c'est de renforcer les capacités, aider des communautés, aider des ONG à faire entendre leur voix et à être capables de faire le travail que nous faisons. Et au Cameroun, comment est-ce que vous êtes déployé? Je veux dire que, évidemment, vous êtes passé à Yaoundé pour apprécier ce qui est fait sur le terrain. Bien sûr. Comment vous êtes organisé? Comment vous déployez? Alors, nous avons fait le choix de ne pas avoir de bureaux locaux, mais de travailler avec des ONG locales que nous appuyons pour qu'elles soient elles-mêmes renforcées et capables de faire la même chose que ce que nous faisons là où elles se trouvent. Donc, nous avons un réseau de partenaires partout sur le territoire national. Nous avons également un réseau d'informateurs qui se trouvent partout sur le territoire national et qui peuvent attirer notre attention quand il y a à côté d'eux, des activités qui les interrogent. Donc là, on peut venir voir. Ce que nous faisons, c'est être capable de venir le plus rapidement possible quand nous sommes interpellés. C'est d'apporter notre expertise juridique, mais aussi technique, à ceux qui les demandent, les autorités traditionnelles, les communautés, les ONG locales et parfois les administrations. Administration communale, mais également administration publique. On apporte notre contribution, notre aide de manière totalement bénévole. Et donc voilà, on essaye de faire des rapports, on travaille avec les médias pour s'assurer que les informations sont rendues publiques. D'accord. Deuxième reportage de cette émission, allons du côté de Toronto cette fois-ci, pour voir comment un certain nombre de séparatistes autour des questions de sécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest se sont réunis là-bas pour poser sur la table la problématique et certainement voir comment ils s'est peut-être sorti de cette crise. Reportage. The resolutions of the Southern Cameroon Summit have been fragmented in 4 blocks, with dialogue and collaboration being the first and foremost point arrived at. Working together, building trust, respect, as well as understanding are the etiquettes of leaders on social media which made up the first resolutions. The second fragment of points includes education and human rights, which have been targeted since the end of 2016. Promoting the right of children to education and security, as well as encourage parents to consider safety and security, was another commitment arrived at. The third and fourth fragments centered on guiding principles for negotiation and international mediation. The last paragraph pledged on working together in collaboration with the government of Switzerland and collective reassessment with the people of Southern Cameroon. The Coalition for Dialogue and Negotiations in Toronto, Canada, has been lambasted by other Anglophone elite class and termed it a duplicate of the late Cardinal Tumi's vision for resolving the crisis. Other schools of thought hold the assertion that the symposium did not address issues like ceasefire, ghost towns, and other facets of negativity affecting the economy of the Southwest and Northwest regions. Given the socio-political transition both regions are going through, peace and stability are the main ingredients all Cameroonians aspire for that part of the nation. Revenons à notre invité de ce dimanche, évidemment, pour
évoquer ce rapport récent publié par le Centre pour l'environnement et le développement sur des questions évidemment environnementales, climatiques et autres de la déforestation. Alors Samuel Guifo, dites-nous, ce rapport, une fois de plus avant de rentrer dans les détails, vous l'obtenez, c'est sur la base des enquêtes, sur la base pour essayer d'évaluer, d'apprécier la crédibilité de ce rapport-là. Quel est le travail qui est fait autour? Alors, le travail qui a été fait pour la publication de ce rapport, c'est un travail qui a duré 2 ans. D'accord. Et qui nous a conduits en Grande-Bretagne, au Vietnam et au Cameroun, avec pour objectif de comprendre comment fonctionnait la filière d'exploitation du bois au Cameroun et de commercialisation vers le Vietnam. Il faut dire que le Vietnam n'est pas la principale destination du bois camerounais. Pourtant, c'est celui qui signe les accords avec le Cameroun. Oui, alors, non, la principale... Excusez-moi, je vous laisse poursuivre. Oui, bien sûr. Voilà. En ce sens que la plus grande partie du bois camerounais ne va pas au Vietnam. La plus grande partie du bois camerounais va en Chine. Et le Vietnam, ce n'est que la seconde destination. C'est-à-dire, c'est la deuxième... le deuxième gros client, on peut le dire comme ça. Le plus gros client du bois camerounais, voilà. Et ce qui nous a intéressé, c'est que le Vietnam est parti de très loin. Il était très loin dans les statistiques d'importation de bois en provenance du Cameroun. Et on l'a vu monter lentement pour prendre la place qu'il a aujourd'hui. Et là, on s'est intéressé à tous les mécanismes qui permettaient à un pays comme celui-là d'importer autant de bois de chez nous. Je ne veux pas dire que le commerce du bois soit une mauvaise chose, mais simplement ce qui nous a attiré, ce qui a attiré notre attention, c'était le fait qu'il n'y a pas une société vietnamienne titulaire d'un titre d'exploitation forestière au Cameroun. Okay. En tout cas, au moment où nous commençons l'enquête, il n'y a pas une société... Vous avez commencé il y a 2 ans, vous dites? Il y a 2 ans. Vous avez bouclé le rapport il y a 100%. Alors, le rapport a été bouclé après 2 ans d'enquête entre, je dirais, 2020. Okay. Mais après, on a continué pour essayer de voir si les tendances se confirmaient. Et ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, les tendances non seulement se confirment, mais ce qui a été vu comme étant problématique se renforce, s'accentue. Et donc, nous avons essayé de comprendre sur la base des enquêtes, d'abord ici, pour voir d'où vient le bois. Le bois exporté au Vietnam vient d'où exactement en forêt. Et on a fait des tours pour essayer de comprendre, remontant la filière depuis les parcs à bois des Vietnamiens vers la forêt, pour essayer de comprendre... Je ne vais pas vous laisser parler comme ça. J'aimerais bien avoir les détails, justement. Comment est organisée, je vais le dire comme ça, comme un profane, cette exploitation du bois, cette filière qui conduit notre bois au Cameroun? Comment c'est structuré? Alors, je veux dire au Vietnam. D'abord, je vais expliquer en quelques mots comment la loi prévoit que ça marche. D'accord. La loi prévoit que le ministère des Forêts détermine un espace, le met aux enchères publiques, en quelque sorte, un appel d'offres. Les sociétés qui souhaitent exploiter le bois répondent, font une offre financière et une offre technique. Et sur cette base, il y a une commission qui décide et qui attribue la forêt. Et donc, la compagnie peut commencer l'exploitation. Mais quand elle commence l'exploitation, elle doit faire un plan et doit respecter, dans ses opérations, doit respecter ce plan. C'est en quelque sorte un plan qui a pour but de garantir que le bois exploité n'est pas en quantité trop importante, justement pour permettre que la forêt se régénère. Absolument. Et le ministère contrôle cela. Et il est prévu que ces concessions-là durent pour 30 ans. D'accord. Ce qui se passe donc avec la filière vietnamienne, c'est qu'on n'a aucune compagnie vietnamienne qui a ces espaces-là. C'est la première des choses qui attire notre attention. La deuxième chose, c'est que, et bien sûr, ce n'est pas forcément un problème, parce que celui qui a une concession peut vendre son bois où il le souhaite. Absolument. Mais on a constaté en creusant qu'on voyait du bois qui sortait d'espaces qui n'étaient pas attribués par le ministère et qui se retrouvaient dans les parcs à bois, comme on en a quelques-uns ici à Douala,
Alors, il y a du bois qui venait d'aires protégées aussi, mais on en avait qui venaient de portions de forêt que le ministère n'a pas ouvert formellement à l'exploitation. Donc, c'est en clair, pour le dire de manière très simple, c'est du vol de bois. Donc, le ministère n'ayant pas ouvert ces espaces à l'exploitation, si une société s'y trouve et prend du bois, c'est du vol. Parce qu'elle ne paye pas d'impôts et ces opérations ne sont pas connues. L'impact sur la forêt ne peut pas être mesuré. Donc, c'était la première source, du bois qui sortait d'espaces non attribués. La deuxième source, c'était du bois qui sortait d'espaces attribués, mais sur de petites superficies et de courte durée, mais dans lesquelles on faisait une surexploitation qu'on a documentée. Et là également, ce bois se retrouvait dans les parcs à bois de quelques-unes des sociétés exportant vers le Vietnam. On a également vu à certains moments du bois qui sortait d'une aire protégée. C'est des espaces dans lesquels il n'y a pas d'exploitation forestière possible, prévue, c'est interdit. Mais on a vu du bois sortir d'aires protégées qui se retrouvaient dans certains de ces parcs à bois. Et on a pu voir de cette manière-là, le but n'était pas d'être exhaustif, mais de pouvoir documenter des mécanismes de fraude. On a pu voir au Vietnam comment les choses se passaient. Une fois que le bois partait de la forêt ici et se retrouvait dans un parc à bois à Douala, on a vu qu'il était mis dans des conteneurs et exporté. Et on a vu les mécanismes d'exportation. Il y a des sociétés qui étaient créées et qui disparaissaient assez rapidement. Société écran. Après avoir exactement des sociétés écran, dont la seule finalité, c'est la fraude fiscale. Absolument. Parce qu'une fois que le bois est exporté, le fisc attend, après le paiement, de recevoir une partie de l'argent de la compagnie. Et quand elle disparaît, c'est un manque à gagner pour le fisc. On a pu voir cela et on a pu également voir les volumes exportés du Cameroun qui sont déclarés par la compagnie et on les a comparés au Vietnam avec les volumes entrés au Vietnam déclarés par la douane vietnamienne et on s'est rendu compte qu'il y avait un grand décalage entre les deux. Donc le bois exporté au Cameroun, les volumes exportés du Cameroun étaient largement inférieurs aux volumes qui rentraient au Vietnam. Là également, c'est une fraude à la douane. Et l'objectif, encore une fois, c'est de faire perdre à notre pays une source de revenus importante. D'accord. Venons-en au rapport, cette fois-ci, concrètement. On va le dépouiller tel qu'il est fait, de façon brève, les grandes lignes. Alors, ce rapport décrit la destruction de la forêt. Exactement. L'exportation illégale des grumes. Oui. L'exportation illégale du bois de sciage. Vous parlez du mode opératoire du blanchiment du bois, l'aide de voitures, l'exploitation des ventes de coupe, l'utilisation. Et si on peut aller pas à pas. Oui, bien sûr. D'accord. Commençons par la destruction de la forêt. Je vois que le rapport dénombre environ 19 sociétés vietnamiennes concernées. Oui. Pour environ un volume de 30 à 40 000 mètres cubes de grumes commercialisées à moyenne par an. Oui, c'est ça. Alors, comment ça se passe? Comme je le disais tout à l'heure, il y a des superficies ouvertes à l'exploitation par le ministère. Dans ces superficies, le ministère s'attend à ce que la forêt soit coupée. Exactement. Dans certaines conditions qui sont définies par la loi, pour s'assurer que la coupe, l'exploitation, ne détruise pas la forêt. D'accord. En dehors de ces espaces, le ministère pense que la forêt n'est pas exploitée. D'accord. Et quand une société y va et exploite du bois, c'est illégal. C'est illégal. Et c'est une destruction de la forêt qui n'est absolument pas permise et qui n'est pas contrôlée. Je voudrais savoir, le gouvernement camerounais, le ministère de la Forêt, a-t-il des moyens, des mécanismes efficaces à la hauteur de contrôle? Alors ça, c'est l'une des questions. Je pourrais dire oui et non. Oui, parce que si nous avons pu le faire, n'étant pas un ministère, ayant beaucoup moins de moyens qu'un ministère, ça veut dire probablement qu'un ministère pourrait le faire beaucoup mieux que nous. Non, parce que le ministère est une administration. Et quand on regarde, par exemple, le budget du ministère, quand on regarde ses moyens matériels, son personnel, on a l'impression qu'on pourrait faire beaucoup mieux. On a l'impression que le budget pourrait être un peu plus élevé si on regarde les missions de ce ministère. On a l'impression que le matériel devrait être, qu'ils ont sérieusement besoin de matériel.
et bien sûr besoin de personnel supplémentaire. Donc, on a d'un côté l'évidence d'un ministère qui manque de moyens au regard de ses tâches, au regard de ses responsabilités. Et d'un autre côté, on a une activité illégale qui est pratiquement généralisée et que tout le monde connaît, pas seulement avec les Vietnamiens, mais avec d'autres également. On va aborder le troisième reportage de cette émission et puis revenir à vous, cette fois-là, pour parler de la journée internationale pour la fin de l'impunité contre les crimes commis contre les journalistes. L'événement s'est célébré cette semaine à travers le monde. Reportage. Pour le président du syndicat national des journalistes du Cameroun, SNJC, les droits des journalistes sont de plus en plus violés dans l'exercice de leur profession. Il y a eu, depuis un certain nombre d'années, des cas d'atteinte grave, d'atteinte physique contre les journalistes, des gens qui ont été, des collègues qui ont été agressés physiquement, le matériel confisqué, des journalistes qui ont été battus par des éléments de force de l'ordre. On a encore en mémoire l'affaire Bibi Ngota. Ces dernières années, on a parlé il y a eu des cas de journalistes d'expression anglaise qui ont été interpellés, incarcérés, même si d'autres ont été libérés. Le cas qui vient à l'esprit aujourd'hui, c'est l'affaire Ouazizi, un journaliste mort en détention. Face à cette situation, le syndicaliste demande le vote des lois nationales et internationales pour sanctionner toute violation des droits des journalistes. Le problème qui se pose à tous les défenseurs et protecteurs des journalistes, c'est d'obtenir de nos États à travers la législation nationale, de nos États à travers une législation internationale, que ces atteintes physiques, que ces violations graves de l'intégrité des journalistes soient sanctionnées par la loi. Ça, la journée a été instituée pour des raisons que l'on connaît, la mort tragique de Ghislaine Dupont, Claude Verlon, une mort qui n'a pas été élucidée jusqu'à ce jour. Ce 2 novembre marque la célébration de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Occasion de constater que depuis plusieurs années, le Cameroun régresse en matière de liberté de la presse. D'après le classement annuel de Reporters sans frontières, le Cameroun est parti de la 129e place sur 180 en 2018 pour la 131e place en 2019 et a chuté à la 134e place en 2020. Poursuivons avec ce rapport du Centre pour l'environnement et le développement, conjointement signé et publié avec les Américains de l'Agence internationale pour l'environnement. D'ailleurs, Samuel Guy Fauquier, l'invité ce soir, essaie de nous expliquer les contours, les détails de cette problématique assez importante, puisqu'on y découvre comment est-ce que le bois camerounais est illégalement exploité, illégalement exporté, les conséquences que cela a sur l'économie, sur l'environnement et sur les populations. D'ailleurs, d'après ce rapport, les estimations de l'EIA parlent de 138 mètres cubes de grumes au minimum qui ont été exportés du Cameroun vers le Vietnam en violation de l'interdiction partielle d'exportation de grumes entre janvier 2016 et juillet 2020. Un flux illégal qui représente un total de 58 millions de dollars, soit 11% du volume total. C'est assez important. Oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la loi sur les forêts, en 1994, prévoyait que 5 ans après son entrée en vigueur, tout le bois camerounais devait être transformé localement. Localement, voilà. Donc, on n'allait plus avoir des grumes, c'est-à-dire de grosses billes de bois exportées vers l'étranger. Et on a eu en 1999 une ordonnance du chef de l'État qui est un tout petit peu revenu sur cette disposition de la loi de 1994 en indiquant que le bois exporté en grumes ferait l'objet d'une surtaxe. Donc, des droits qui seraient payés, des droits supplémentaires, des impôts supplémentaires là-dessus. Et s'engouffrant dans cette brèche, on a vu de plus en plus des compagnies qui continuaient d'exporter.
Et ce qu'on a également vu, c'est à partir de, je pense, 2016-2017, il y a des essences, des catégories de bois dont l'exportation est totalement interdite ou soumise à une autorisation express du ministère avec un quota. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de bois exportés vers le Vietnam en violation de ces deux dispositions. Soit des grumes, des essences interdites qui étaient exportées, soit des essences réglementées qui étaient exportées sans autorisation. D'accord. Alors cela dit, toujours dans le même rapport, là vous évoquez à présent le mode opératoire du blanchiment. La lettre de voiture, ça consiste en quoi? Alors la lettre de voiture, c'est un peu comme la carte d'identité du bois. Souvenons-nous, je parlais au début d'un espace que le ministère ouvre à l'exploitation. Donc le ministère connaît la société qui a des droits à cet endroit, connaît effectivement les limites de l'endroit et connaît la durée pour laquelle cet endroit a été attribué. Et chaque fois que du bois sort de là, le ministère donne à la compagnie un papier qui s'appelle une lettre de voiture pour lui permettre de transporter le bois de la forêt jusqu'à sa destination, soit une scierie, soit le port de Douala pour l'exportation. Alors ce que les Vietnamiens ont fait, ou ceux qui travaillent avec eux, c'est de réussir l'exploit d'avoir accès à des lettres de voiture pour des espaces qui ne sont pas ouverts à l'exploitation du bois. C'est un peu comme si on disait un non-camerounais a réussi l'exploit d'avoir une carte d'identité camerounaise. C'est un peu cela. Ces papiers-là sont des papiers qui sont de vrais papiers délivrés par l'administration, mais qui servent à transporter du bois illégal et sont remis à quelqu'un qui n'y a pas droit. D'accord. Autre mot de blanchiment, l'exploitation des ventes de coupe. Oui. Alors, on a dans la nomenclature des titres d'exploitation au Cameroun, on a les concessions forestières, les UFA. On les appelle les unités forestières d'aménagement. C'est les grandes concessions, valables pour 25 ans, 30 ans je veux dire. Et puis on a ce qu'on appelle les ventes de coupe, qui sont de plus petits titres, qui ont 2500 hectares et qui sont valables pour une durée comprise entre 1 et 3 ans. Et donc là, on a eu beaucoup de compagnies travaillant dans ces petits titres-là qui ont exporté leur bois vers le Vietnam, ou alors des sociétés vietnamiennes qui ont travaillé dans ces petits titres. Quel est le mode opératoire? On a 2500 hectares quelque part, on les exploite, et puis on exploite autour en donnant l'impression que le bois continue de venir de ces 2500 hectares. Donc ces 2500 hectares servent de prétexte pour exploiter tout autour et donner l'impression que le bois sort de cet endroit. Et finalement, on le retrouve à l'exportation. Là encore, c'est une catastrophe pour la forêt et c'est une catastrophe pour l'économie nationale. La transformation de bois dans les scieries. Alors, ce qui se passe, quand le bois part d'un titre d'exploitation en forêt, avec sa lettre de voiture, il arrive dans une scierie, il est transformé et il peut aller à l'exportation. Mais parfois, quand du bois illégal, sans aucun papier, parce que cela existe également, on a du bois, on a suivi quelques compagnies comme cela qui avaient du bois, quelques grumiers qui passaient sans avoir de titre et qui se débrouillaient pour passer les contrôles. Donc, quand ce bois entre dans une scierie, une fois qu'il est coupé, débité, scié, il est mélangé à tous les autres. On peut l'identifier, on peut voir ses origines et tout le reste. Il est très compliqué de savoir. Donc ça devient un cafouillage. C'est un cafouillage, c'est une forme de blanchiment. L'usine agit à ce moment-là comme étant une sorte de boîte noire où ce qui entre... Ça sous-entend que le bois légal y est, oui, mais le bois illégal s'y retrouve aussi. Exactement. Et la confusion est créée. Et à la fin, il n'y a rien qui ressemble plus à un bois qu'un autre bois. Donc, absolument. À la fin, tous les bois qui sont entrés sont présentés comme des bois légaux. Et voilà, c'est l'un des problèmes. L'utilisation frauduleuse généralisée du marquage de bois. Le marquage de bois, c'est que dans une concession légale existante, une fois qu'on coupe un arbre, on fait des marques, on écrit quelque chose sur la souche et on écrit la même chose sur l'arbre qu'on emporte. Ça fait que le contrôleur du ministère des Forêts qui voit cet arbre et qui lit ce qui est écrit sur cet arbre-là, sur cette grume, il peut savoir d'où vient la grume, de quoi il s'agit, c'est quelle compagnie. Et s'il veut faire un contrôle, il peut aller retrouver la souche de l'arbre.
Alors on a des compagnies, comme je le disais, qui coupent du bois en dehors des endroits où ils ont des titres et qui le marquent comme s'ils venaient de ces titres-là. Ça veut dire concrètement, la souche ne peut pas être retrouvée parce que la souche se trouve en dehors de la zone attribuée. Alors, on a parlé déjà de la création des sociétés écrans, vous l'avez expliqué à l'instant. Avant peut-être d'évaluer, d'apprécier, de voir ce que dit le rapport des conséquences économiques, je propose qu'on prenne le quatrième reportage de cette émission. Je vais d'ailleurs dire à l'entrée, l'ancien Premier ministre, président de la Commission nationale pour le bilinguisme et le multiculturalisme, Peter Mafani Musonge, a installé ses quartiers cette semaine à Douala, depuis lundi dernier jusqu'à vendredi. Il était question pour la Commission, évidemment, d'apprécier, d'évaluer et surtout davantage implémenter les recommandations du grand dialogue national et les principes du bilinguisme et du multiculturalisme dans le secteur privé. Reportage. Here at the Chambers of Commerce in the city of Douala, the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism has today started a mission to assess the practice of bilingualism in private enterprises and employers' organizations. Was created, among other considerations, to promote bilingualism and multiculturalism in Cameroon with a view to maintaining peace, consolidating the country's unity, and strengthening its people's willingness and day-to-day experience with respect to living together. In this regard, one of the missions assigned to the institution is to monitor the implementation of constitutional provisions establishing English and French as the two official languages of equal status in our country. The decree creating the Commission also provides that the institution shall popularize legal instruments on bilingualism and multiculturalism in Cameroon. Up to now, the NCPBM, that is the Commission, has been carrying out the above missions with focus on public entities. However, with the promulgation of Law Number 2019/019 of 24th December 2019 on the promotion of official languages in Cameroon by the President of the Republic, the Commission intends to focus on the private sector, beginning with Douala in the littoral region. The evaluation mission led by the President of the NCPBM, Peter Mafani Musonge, started on October 31 and will end on November 5, 2021, with the objective on improving the practicing of bilingualism in private enterprises in the city of Douala. Quelles sont donc les conséquences économiques de cette exploitation illégale illicite non avenue du bois au Cameroun? Le rapport récemment publié par le Centre pour l'environnement et le développement certainement en dit un mot. Et dans votre rapport, Samuel Guifo, vous mettez en exergue le rôle, par exemple, que joue le port de Kribi. Oui. Alors, ce que nous indiquons, c'est que justement, le bois, une partie importante, pas une partie importante, la totalité du bois incriminé est exporté. Une petite partie passe par le port de Douala, mais la plus grande partie passe par le port de Kribi. Et la simple raison, c'est que le port de Kribi est opérationnel et beaucoup plus fluide que le port de Douala en ce moment. Et donc voilà, c'est ce que nous avons constaté, c'est que le bois est destiné à être exporté et il sort par le port. Et vous dites d'ailleurs que entre 2015 et 2018, la valeur des importations du bois du Cameroun au Vietnam s'élevait à 82% de grumes et seulement 17% de produits transformés. Oui, voilà, c'est l'une des choses que nous remarquons, l'une des conséquences. Alors, il y en a deux en fait, deux conséquences essentielles sur l'économie nationale. La première, c'est que la plus grande partie du bois qui va vers le Vietnam
c'est du bois en grume, c'est de grosses billes de bois non transformées qui seront transformées au Vietnam. Donc là, ce que l'on constate, c'est que le bois camerounais, en définitive, crée des emplois dans ces pays-là. Au lieu d'être transformé ici et de fournir du travail à des Camerounais, on a ici un minimum. L'abattage ne demande pas une technicité particulière, le transport non plus. Et donc, à la fin, toute la technicité, la valeur ajoutée se fait au Vietnam. Et c'est ce qui coûte le plus cher. Donc, on a du bois qui sort de chez nous, du bois de très bonne qualité, qui sort de chez nous et qui fait des meubles de qualité exceptionnelle, mais au Vietnam. Ça, c'est le premier problème. Est-ce qu'on peut inverser la tendance, travailler à ce que, finalement, les grumes ne sortent plus de notre pays? Qu'on arrive à créer des emplois. Voilà. Et donc la deuxième chose, la deuxième conséquence pour l'économie, c'est le manque à gagner. Bien sûr. On a de l'argent perdu par le trésor public du fait de cette exploitation. Le bois appartient à l'État. Le bois est une ressource nationale. Donc c'est le trésor public qui perd quand le bois est volé. Et on a essayé de faire le calcul, on s'est amusé à faire le calcul de la valeur du bois qui disparaissait, qui était compromise de cette manière-là. Et on est arrivé à un chiffre d'à peu près 30 milliards de francs CFA par an pendant les 4 années de l'étude. Wow. Pour qu'on comprenne de quoi il s'agit et qu'on ait une idée de l'ampleur de la perte, rappelons simplement que chaque année, l'ensemble du secteur forestier rapporte 50 milliards à l'État. En termes de fiscalité, 50 milliards à l'État. Et donc si sur une seule destination, fût-elle la deuxième plus grande destination, on perd 30 milliards, ce serait peut-être important de s'arrêter et de reconsidérer ce qui s'est passé, comment fonctionne notre système, le remettre à plat et essayer de reconstruire quelque chose. Et c'est un peu là notre interpellation. Alors, on va évoquer quelques statistiques, parlant de la déclaration erronée à l'exportation et la perte des revenus de l'État. Vous dites que la valeur de l'écart est non seulement accrue, presque chaque année, mais la proportion de la valeur a aussi été faussement déclarée. 36% en 2009, 54% en 2017, avec une moyenne de 41% environnement. Vous abordez également la question de l'évasion fiscale dans ce rapport-là. La corruption organisée, tout cela, comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Si je suis exportateur, j'ai une société, j'exporte des biens à un fournisseur étranger. Ce que l'État attend, c'est que sur le compte de ma société, le fournisseur étranger procède au paiement. Et c'est sur la base de ce paiement-là que sera calculé mon bénéfice et donc mon impôt sur les sociétés, mon impôt sur les bénéfices. Une partie importante de la fiscalité dépend donc directement du fait que mon fournisseur, mon client me payera sur un compte au Cameroun. Or, la pratique ici, c'est qu'une fois que le bois est exporté, les paiements ne reviennent pas ici. Les paiements sont faits soit à Hong Kong, soit au Vietnam. Donc le trésor public ne revoit plus ni l'argent, ni les compagnies, puisque je vous ai dit tout à l'heure, c'était des sociétés écrans qui fermaient assez rapidement. Donc ça, c'est l'un des mécanismes de fraude. Le deuxième mécanisme de fraude, c'est la fraude à la déclaration du volume et de la valeur. Je déclare un bois à l'exportation qui est d'une valeur très basse, alors qu'en réalité, le bois que j'exporte a une valeur financière beaucoup plus élevée. Donc, en le faisant, j'occasionne un manque à gagner à l'État. Et l'essence la plus recherchée par les Vietnamiens, c'est un bois noble. C'est un bois rouge qui s'appelle le tali, qui a une très grande valeur, mais assez souvent, qui a été présenté ou alors déclaré comme étant du bois de beaucoup plus faible valeur. Et là également, c'est un mécanisme fréquent qu'ils utilisent pour faire baisser la valeur déclarée, faire baisser les montants qu'ils payent ici. Donc finalement, on fraude à l'entrée au port, la déclaration, on fraude à la sortie aussi. Et on fraude en ne recevant pas ici
le paiement qui équivaut à la valeur du bois exporté. On le reçoit en dehors d'ici. Donc le bois sort, la richesse sort, mais il n'y a pas la contrepartie financière qui arrive sur le territoire. C'est ça l'une des parties du problème. En parlant du bois dans un instant et de ses contours sur le volet illicite, mais ce sera après cet autre reportage qui nous amène cette fois-là dans la région du sud-ouest, notamment à Boya, où le ministre Paul Tasson est allé à nouveau pour évoquer la stratégie nationale de développement dans cette zone économiquement sinistrée. Reportage. Responding to the needs of the economy, the Minister Delegate in charge of Planning, Economy and Regional Development, Paul Tasson, has highlighted the need for higher institutions to reorient the academic program. University, like other institutions of training and education, have the responsibility in molding those young Cameroonians, or let me say those Cameroonians who want to be found in any of the areas which are key in building the process of There's need of human resources in the reconstruction process of the North and Southwest regions. It is important that the teaching and learning environment is aware of the stakes and on the long-term vision of development of the economy as elaborated by the head of state. Their research work has to focus on responding to the needs of the economy. I think it is now certainly it doesn't make sense, or it shouldn't make sense, to train for the sake of training, but train for the needs of the economy. This is during his 2 days walking session with development actors in the Southwest region on the regional outreach campaign for the National Development Strategy. Samuel Guifou est l'invité de ce dimanche. Je le rappelle, il est le secrétaire général du Centre pour l'environnement et le développement, dont l'entité vient de commettre un rapport au fur et à mesure, certainement que l'émission évolue. Vous le découvrez en même temps que moi, un rapport assez important, mais j'ai failli dire incendiaire, sur l'exploitation illégale et malvenue du bois au Cameroun. Samuel Guifou, on parlait tout à l'heure de la capacité du gouvernement ou des pouvoirs publics à essayer d'encadrer cela. Vous parliez des limites, mais je veux dire, en l'état, avez-vous quand même essayé d'apprécier, d'évaluer comment est-ce que le gouvernement observe tout ça en termes de, pas de répression forcément, mais en termes d'encadrement, en termes de contrôle? Qu'est-ce qui est mis en place? Alors, on a l'impression que les mécanismes existent, mais ils ne sont pas très efficaces. Et surtout, on ne les a pas renouvelés. Parce que quand on met en place un mécanisme de contrôle, on s'attend bien sûr à ce que ceux qui veulent frauder essayent de le comprendre et de le contourner. Donc à ce moment-là, il faut à chaque fois essayer de voir quels sont les mécanismes de fraude qui contournent le système et ajuster le système pour qu'il puisse empêcher ces mécanismes de fraude et prévenir de nouveaux mécanismes de fraude. Et on a l'impression que ce système-là ou que cette démarche n'a pas été intégrée par l'administration en matière de forêt. Alors je le disais tout à l'heure, l'administration a des limites matérielles, financières, humaines, c'est certain, mais peut-être qu'on aurait pu être un peu plus efficace. Je crois qu'on a de la marge pour être plus efficace. Et un élément, la loi forestière est en cours de révision en ce moment, et un élément que nous avons proposé pour cette révision, c'est que le juge ait un rôle central dans la répression des infractions liées à la loi forestière. Exploitation forestière illégale, le juge en ce moment est absent, mais de par la loi prévoit que c'est l'administration forestière qui gère le contentieux forestier et ne transmet les dossiers à la justice que si elle le souhaite. Le juge ne peut pas se saisir. Et là, on pense que c'est une faiblesse fondamentale parce qu'on n'a pas la crainte de la prison.
La loi prévoit des peines privatives de liberté que le ministère ne peut pas attribuer, ne peut pas imposer. Donc il faudrait que tous les contrevenants, tous les acteurs impliqués dans l'exploitation forestière illégale puissent être d'office déférés chez un juge. Et au ministère, en l'état actuel, y a-t-il des personnes qui se forment compétentes pour observer cette loi, pour appliquer cette loi? C'est la responsabilité de tous les agents du ministère. Et on a bien sûr des personnes extrêmement compétentes au ministère, dans les services centraux, sur le terrain. Mais le constat que l'on a, c'est qu'en même temps, l'impunité est toujours présente. Donc peut-être que dans le dispositif, il y a quelque chose qui manque. Et pour nous, ce quelque chose, c'est le juge. La place du juge doit être totalement renforcée, il doit être placé au cœur du dispositif. Notre rapport identifie des noms. On a des personnes des Vietnamiens, qui décrivent de manière très claire les mécanismes de fraude, qui nous disent comment ils font, qui ils payent, combien ils payent, c'est très clair. Mais on n'aura pas un juge qui pourra se saisir de cela, parce qu'en matière de contentieux forestier, ce n'est pas sa responsabilité. Il faut reviser C'est une faiblesse fondamentale de notre système. Alors, vous évoquez également dans le rapport un certain nombre de sanctions. Pour certaines entreprises, peut-être pas toutes. Oui. Quelles sont-elles et qui visent-elles? Alors, les sanctions, dans la législation forestière, on a un système graduel de sanctions. Une compagnie qui procède à des opérations illégales, si elle est attrapée, devra payer une amende, puis le manque à gagner correspondant à ses activités, à ses opérations illégales. Dans la pratique, toutes les opérations illégales ne sont pas répertoriées. Toutes les opérations illégales ne sont pas identifiées, ne sont pas sanctionnées. Donc quelques-unes seulement font l'objet d'une identification, d'une documentation précise. Et parmi celles-là, c'est encore une faible proportion qui donne lieu à des sanctions. Là également, c'est l'une des choses qu'il faut arriver à corriger. Et finalement, les sanctions ne sont pas très dissuasives. C'est des sanctions pécuniaires. Je parlais tout à l'heure de 30 milliards par an à peu près. Mais si on fait le total des sanctions pécuniaires, on n'arrive même pas à 500 millions. Donc ce n'est pas dissuasif. Et je vous ai dit, les compagnies changent. On a beaucoup de sociétés écrans. Donc les individus derrière les compagnies n'ont pas bougé, ils sont toujours là. Et si une compagnie est incriminée, ils cessent de l'utiliser et travaillent avec une autre compagnie écran. Ils sont, comment dire ça, ils sont structurés pour la fraude. Mais nous ne sommes pas structurés pour faire face à la fraude. Et je crois que c'est là la faiblesse. On va à présent aborder le volet conséquences. Les conséquences sur l'environnement, puisque c'est un peu la thématique mondiale de l'heure, la COP26. Donc environnement, climat et tout le reste. Les conséquences sur les populations aussi. On en parle juste après d'avoir découvert cet autre visage de Maurice Kamto. Vous l'avez certainement vu. Il est poète également. Voilà. Et cette semaine, à Yaoundé, d'ailleurs, dans le cadre d'une dédicace, Maurice Kamto s'est à nouveau dévoilé. L'homme politique a montré son visage de écrivain poète cette fois-là. À la librairie des peuples noirs, Maurice Kamto rassemble la crème des médias pour une démonstration intellectuelle. Sur la table, l'universitaire dévoile ses derniers ouvrages. D'une part, Accotement et territoire insoumis, des recueils de poésie arrimés au climat social du XXIe siècle dans une esthétique raffinée, sur la forme, surtout sur le fond. Que quel que soit le sujet que vous abordez en poésie, vous devez l'aborder avec esthétique, avec le souci du beau. Beau non seulement visuellement, c'est pour cela qu'il faut louer les éditeurs pour la mise en page et la mise en forme du texte poétique, mais également, peut-être même d'ailleurs, dans la musicalité, dans la sonorité quand on lit un texte. En droite ligne, le leader politique claque d'un coup 3 réflexions profondes sur une précondition du développement en Afrique, l'urgence de la pensée, sous la cendre des étoiles, et ce traité de droit constitutionnel et institutions politiques du Cameroun que Maurice Kamto recommande aux lecteurs qui veulent connaître l'histoire des institutions camerounaises dès la période coloniale. Il est pétri de faits. Je ne me suis pas contenté de vous restituer des textes juridiques. Je les ai toujours mis en contexte. Qu'est-ce qui a amené tel texte constitutionnel à apparaître dans le champ politique camerounais? Comment telle institution politique camerounaise est-elle née? Comment elle a vécu et comment elle a disparu? Ça sur toute la longue période qui va
pratiquement des premiers contacts avec les Britanniques, on va dire, sans s'y attarder, vers la fin du XVe siècle, mais en termes de structuration du Cameroun à partir du XIXe siècle jusqu'à nos jours. La deuxième chose, c'est que j'ai analysé tout ce qu'il y a dans la Constitution, y compris le sceau de l'État, pratiquement mot par mot. En clair, c'est l'évolution du fonctionnement de la société camerounaise qui est mise en contexte dans ces ouvrages avec une projection sur les défis des prochaines décennies. Les livres dédicacés par l'auteur sont disponibles en librairie. Maurice Kamto, le poète. Abordons à présent les conséquences de l'exploitation illicite, de la déforestation du bois camerounais, sur ce qu'on voit depuis le début de cette émission avec l'invité. Alors, évidemment qu'il y a des conséquences, mais je veux dire que nous, les profanes qui regardons ça de loin, on ne les mesure pas véritablement. Vous qui êtes des spécialistes, on parle du réchauffement climatique. Est-ce que la coupe du bois, à l'est là-bas, a un impact sur ce que je ressens ici comme chaleur à Douala? Quelles sont les conséquences, justement? Alors, on a plusieurs conséquences sur le plan environnemental. D'accord. La première conséquence, c'est que la forêt disparaît. En elle-même, la forêt est extrêmement utile. On a de nombreuses communautés qui dépendent au quotidien de la présence de la forêt pour leur survie, qui vivent de produits qu'elles trouvent dans la forêt, de la cueillette, qui vivent de la collecte de produits forestiers. Ça sous-entend qu'il n'y a pas de stratégie de remplacement? Non, on n'a pas de stratégie de renouvellement de la forêt, de reboisement. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'en réalité, c'est une fausse idée. La nature ne se remplace pas. Une forêt naturelle ne se replante pas. On n'est pas Dieu, on ne refait pas le travail de Dieu. On peut planter des arbres, mais on n'arrivera jamais à trouver tous les équilibres et toutes les relations qu'il y avait entre ces différentes essences-là. Et puis, il y a tellement de choses que nous ne savons pas. On n'a pas l'humilité de le reconnaître. On ne sait pas comment fonctionne une forêt. Personne ne le sait. C'est encore une fois comme si on voyait une bibliothèque et sans savoir quel est le contenu, quels sont les livres qu'on a dans cette bibliothèque, on décidait d'y mettre le feu. C'est un peu ce que nous faisons avec la forêt. Les relations sont tellement complexes entre les différents éléments de la forêt et la forêt est tellement riche en elle-même que finalement on se demande qu'est-ce qui nous pique en quelque sorte. Regardons un peu, une seule plante peut apporter un médicament qui soignera des maladies et qui enlèvera la peine à des milliers de personnes, des millions de personnes. Et la valeur de cette plante-là sera supérieure à la valeur de tout le bois qu'on a coupé. Mais aujourd'hui, on coupe sans savoir. On n'a jamais fait un répertoire de tout ce qu'on a dans la forêt. Personne ne l'a jamais fait. Regardons encore, il y a des arbres qui ne se régénèrent pas. Vous prenez la graine et vous plantez, ça ne pousse pas. Mais ça ne pousse que quand le fruit tombe, pourri, il y a soit un oiseau, soit un animal qui vient manger le fruit, qui avale la graine, c'est digéré par ses sucs gastriques, et quand ça ressort comme déchet, à ce moment-là, c'est prêt à pousser. Ces processus-là, nous ne les connaissons pas et nous ne pouvons pas les reproduire. Nous ne pouvons pas les... Donc, on laisse disparaître la forêt dont nous dépendons aussi fortement, mais en même temps, on prend de l'argent du bois, qui n'est pas très élevé. Il n'y a pas beaucoup d'argent. À côté de cela, la forêt, c'est un habitat. C'est l'habitat de la faune. Et la faune est importante. Absolument. Et quand la forêt disparaît, quand l'habitat disparaît, la faune disparaît. Les communautés dépendent pour les plantes médicinales de la forêt, des arbres. Et là également, c'est extrêmement important. Et ça disparaît totalement. Les savoirs disparaissent parce que les plantes sur lesquelles ce savoir était construit disparaissent. Et ce que l'on a également, c'est qu'au niveau national, on oublie que nous-mêmes dépendons du bois pour la construction, pour nos meubles. On dépend du bois. Et si la forêt venait à disparaître, on n'aurait pas les moyens de remplacer, de trouver une solution de remplacement. Le fer serait trop cher pour nous ou
écologiquement. Voilà, on a quelques problèmes de cette nature-là sur lesquels on ne réfléchit pas. Et au plan global, ce que l'on peut dire, c'est effectivement que la disparition de la forêt serait une catastrophe pour le climat. Le microclimat d'abord. Plus on coupe, plus il fait chaud. Absolument. Et puis le climat global. Nous avons la chance de faire partie du bassin du Congo. Et dans le bassin du Congo, la forêt du bassin du Congo, c'est le deuxième plus grand massif forestier au monde. C'est l'un des poumons de la planète. Et quand on commence à détruire, on va toujours un peu plus loin. On peut dire, et certains le disent souvent, en fait, il ne s'agit que de quelques arbres. Mais ces quelques arbres ouvrent un accès à la forêt et cet accès permet à d'autres d'arriver et de prendre encore plus d'arbres et demain de défricher totalement la forêt. C'est comme ça que la forêt disparaît progressivement. On commence par quelques arbres et après la forêt disparaît totalement. Alors avant peut-être d'aborder les propositions que vous faites dans votre rapport pour limiter, à défaut d'éradiquer ce phénomène-là, est-ce qu'on peut parler des responsabilités? Depuis tout à l'heure, vous dites on, mais vous citez néanmoins les Vietnamiens, oui. Mais je veux dire que quelle est la structure de responsabilité de ce qui se passe là? Qui fait quoi contre la loi, pour la loi? De quoi est-il question exactement? Les Anglais disent que le tango se danse à deux. D'accord, ça c'est certain. Voilà. Il ne peut pas avoir de Vietnamiens sans vis-à-vis. On a toujours quelqu'un, s'il y a un corrupteur, absolument, il y a un corrompu. Absolument. S'il y a quelqu'un qui viole la loi, il y a quelqu'un qui ferme les yeux. Absolument. Et donc ça, on ne peut pas occulter cette réalité. C'est une réalité que nous rencontrons, à laquelle nous faisons face à plusieurs endroits. Et il y a deux raisons parfois. Pour les Vietnamiens et ceux qui travaillent pour eux, c'est très clair. Ils veulent de l'argent. Et ils ont trouvé un pays dans lequel il y a une facilité d'accès. Il y a une facilité d'accès, il y a une certaine forme de laxisme, et ils en profitent. Mais pour les autres, il y a deux catégories de personnes. Il y a celui qui reçoit de l'argent et qui prend la décision de les laisser agir. Et puis il y a celui qui subit des pressions de quelqu'un qui a reçu de l'argent et qui est plus haut placé que lui et lui demande de laisser agir. Mais dans les deux cas, c'est cette deuxième catégorie de personnes-là, ceux qui dansent le tango avec les Vietnamiens, qui rendent toutes ces opérations possibles. D'accord. Prenons cet autre reportage et puis on va venir à nouveau aborder les propositions avec l'invité sur les questions de l'environnement. Cette fois-ci, on parle du 6 novembre, vous le savez. Cette année, c'est le 39e anniversaire de l'accession au pouvoir du président Biya. Et pour l'occasion, son parti politique, le Rassemblement démocratique des peuples camerounais, s'est grandement mobilisé. À Yaoundé, c'est sous la coupe du secrétaire général, Jean Kueté, que les militants et cadres du parti ont tenu à célébrer l'événement. Suivez plutôt. 39 ans. Pour le 39e anniversaire marquant la cession de Paul Biya à la magistrature suprême, des milliers de militants se sont rassemblés ce 6 novembre à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé pour un meeting de soutien à leur président national. Autour du secrétaire général du parti, Jean Kueté, des hauts cadres du parti de la Flamme sont mobilisés en bloc pour renouveler leur adhésion aux idéaux du RDPC. Dans l'action, nous devons agir et cela se couple avec les responsabilités communales, les responsabilités d'élus locaux, des maires. Nous avons le devoir de faire aujourd'hui en sorte que nos communes deviennent des communes de développement, des leviers de production pour que les objectifs fixés par le chef de l'État à l'horizon 2035 et définis dans la SND, Stratégie nationale de développement, soit un succès. Le temps de ce meeting anniversaire, les militants, tout récemment élus dans les différentes sections et sous-sections, ont été installés par Gilbert Timiévouna avec pour mission de consolider et renforcer les acquis du parti dans la région. Le moment est venu de rappeler tous nos camarades, nos frères et sœurs qui n'ont certainement pas été vainqueurs ou élus comme nous, de leur dire que c'est le RDPC, c'est le parti qui gagne et que l'heure est arrivée pour qu'on se mette ensemble pour le grand rassemblement dont le président national
prescrit aux responsables politiques que nous sommes. C'est la victoire du parti RDPC et non la victoire d'individus. Donc nous devons tous travailler ensemble, rentrer dans les rangs, tous ensemble comme une famille pour des résultats efficaces pour le parti RDPC. Le meeting s'est achevé par des réjouissances au nom de l'homme du renouveau. C'était donc le 6 novembre à Yaoundé, le 39e anniversaire de l'accession au pouvoir du président Biya. Cela dit, venons-en aux propositions. C'est bien beau de décrier, de faire ces démonstrations-là. Vous qui êtes un expert sur ces questions de protection de l'environnement, que peut-on proposer aujourd'hui, que peut-on suggérer pour limiter la casse? Alors, l'objectif du rapport n'est pas de décrier simplement. D'accord. On pose un diagnostic, on essaye de comprendre ce qui se passe, de montrer quels sont les problèmes que cela peut causer. Mais la finalité, c'est justement qu'on veut voir changer cette situation. Et c'est pour cela qu'on a des propositions très claires. Les propositions claires, c'est d'abord avec les compagnies que nous avons ciblées, les sociétés vietnamiennes ou celles qui vendent au Vietnam. La première proposition, c'est qu'il y a eu infraction, il faut les sanctionner. Il faut identifier tous leurs complices et il faut les sanctionner parce que le manque à gagner pour l'État représente, comme je l'ai dit, 30 milliards au moins par an. C'est beaucoup d'argent. On a besoin de cet argent aujourd'hui. Si on essaye de voir ce que ça représente sur les 4 ans, c'est peut-être un budget de l'éducation, un budget annuel de l'éducation nationale. Donc c'est beaucoup d'argent. On n'a pas les moyens de perdre autant d'argent. Il faut les identifier, il faut les sanctionner. Cela enverra un signal très clair à tous ceux qui seraient tentés dans l'avenir de faire la même chose. Mais la deuxième chose, il faut réfléchir, regarder le système, faire un diagnostic, un état des lieux du système pour comprendre ce qui a permis que ces dérives-là puissent arriver. Et il faut les corriger le plus rapidement possible. Et je le disais tout à l'heure, l'un des éléments de correction, c'est que le juge doit être un élément central dans la lutte contre l'exploitation forestière illégale. On ne peut plus se permettre de se passer du juge. C'est d'ailleurs totalement incompréhensible. Et il y aurait d'autres choses à faire, d'autres actions à faire, parmi lesquelles on pourrait par exemple dire qu'il faut faire une mission de grande envergure avec plusieurs administrations publiques qui iraient de chantier en chantier, de région en région, pour essayer d'identifier ce qui est légal et ce qui ne l'est pas, dans le but de faire arrêter mais immédiatement toutes les opérations illégales, parce qu'elles se déroulent au vu aussi de tout le monde. Je parle bien de grumes, d'exploitation forestière, donc ça ne se cache pas. Un grumier, ça se voit, c'est plusieurs. Donc, et quand on a, à partir d'images satellites, on peut voir tout cela également. Donc ce n'est pas caché, on connaît les chantiers, on sait où ils sont, il faut les identifier, il faut les arrêter. Et la dernière chose que nous proposons, c'est au-delà des Vietnamiens. Comme je l'ai dit, c'était une illustration. Mais il y a tous les autres, des Camerounais, des Européens, des Occidentaux, des Chinois. Donc il y a tous les autres qui se caractérisent par les mêmes pratiques. Identifions-les. Ceux qui sont dans l'illégalité doivent quitter le secteur. L'État doit les mettre totalement en dehors du secteur pour la réputation de l'État, continuer de garder des compagnies qui opèrent illégalement. C'est catastrophique pour notre réputation. On doit absolument les arrêter, les mettre hors du secteur. Et on doit cesser de donner des permis tant qu'on n'a pas assuré la maîtrise de ceux qui sont là. Donc 3 étapes rapides. Première étape, on identifie tout le monde. Ceux qui respectent la législation restent. Ceux qui ne la respectent pas doivent sortir immédiatement et laisser la forêt. Deuxième étape, on doit s'assurer que toutes les compagnies qui sont dans l'illégalité soient sanctionnées, payent, mais que toutes les sanctions, la législation s'applique. Il y a des peines privatives de liberté, elles doivent s'appliquer. Il y a des amendes, le manque à gagner, tout cela doit être effectivement payé. Et troisième étape, on suspend les attributions de titres forestiers jusqu'à ce que l'on ait totalement assaini le secteur. Ce n'est pas utile de continuer d'attribuer des titres
si finalement la raison pour laquelle on attribue, c'est-à-dire gagner de l'argent, on n'arrive pas à le faire. Il faut absolument arrêter et réfléchir. Je voudrais rappeler qu'on observe une croissance des exportations du bois en grumes dans notre pays, ainsi de moins de 200 000 mètres cubes en 2005, on est passé de 900 000 mètres cubes en 2017 et 800 000 mètres cubes en 2018. Exactement. C'est pour apprécier quand même là. C'est beaucoup, et c'est beaucoup quand on pense que ce bois va en priorité dans des pays dans lesquels on a une main-d'œuvre bon marché et très technique. Donc notre bois va créer des emplois dans d'autres pays, alors que nous avons ici notre lot de chômeurs qu'on pourrait former et aider à gagner de l'argent en ajoutant de la valeur à ces grumes-là. On va prendre le dernier reportage de cette émission et puis avec l'invité, essayer donc d'apprécier sur le plan international ce que peuvent faire les pays amis pour encadrer, accompagner le Cameroun dans son exploitation du bois. Le choléra est revenu, on l'a appris de sources même du ministère de la Santé publique, avec une dizaine de premiers cas qui ont été signalés, d'abord à Ekondo-Tchiti dans le sud-ouest, mais également à Yaoundé. Et on parle déjà de 4 morts. Depuis les dernières statistiques évoquaient plus d'une trentaine de personnes déjà contaminées, déjà atteintes, pardon. Suivez ce reportage. Le choléra est de retour au Cameroun. Ce sont les districts de santé de Biémassi dans la région du centre et des Kondo-Tchiti dans la région du sud-ouest qui sont concernés. En fin de semaine dernière, sur les 4 cas signalés à Mbamousso dans la région du sud-ouest, 2 échantillons sont revenus positifs après des tests effectués à l'hôpital La Quintini de Douala. Dans l'article publié ce 31 octobre 2021, dans le bloc d'Olive à Tangana, on lit que les prélèvements sont faits sur des pêcheurs de 36 et 23 ans. S'appuyant sur le rapport de situation de la délégation régionale de la santé publique pour le sud-ouest, le reporter indique que 3 décès suspects sont notifiés, tout comme des cas suspects signalés à Jabane et Kombo Itindi à l'hôpital de district de Bakassi. La délégation régionale de la santé publique pour le sud-ouest dénonce l'attitude de la population nigériane prédominante qui renvoie les personnes malades au Nigeria plutôt que de les soigner dans les centres de santé locaux. Dans une stratégie de riposte, des formations sur la prévention et le traitement du choléra sont prévues dans les districts de santé touchés. En plus, la mise en place d'une unité de traitement du choléra pour la gestion des cas selon le protocole. On se rappelle qu'en mars 2021, une épidémie de cette maladie hydrique est enregistrée dans la ville de Douala. Les districts de santé de Madoka dans l'arrondissement de Douala 6e, Newbel à Douala 2e et Mbangué à Douala 5e sont concernés. Pour le coordonnateur régional de la lutte contre les épidémies dans la région du littoral, le docteur Hans Mossi, les conditions d'hygiène et de salubrité dans les communautés suscitées et le retour des pluies expliquent ces résurgences de la pathologie dans la région du littoral. C'est environ une cargaison totale de plus de 728 800 000 mètres cubes de bois en grumes au cours de l'année 2019. Alors, nous sommes dans l'ère de la COP26. Évidemment que le bois qu'on coupe à l'est ou je sais pas n'importe quel peut avoir une conséquence sur l'environnement global. Puisqu'on parle d'une forêt qui a son apport, nous sommes dans le grand bassin Congo qui est également une grande réserve d'ailleurs en termes de forêt. Comment est-ce que tout ce mécanisme-là, donc les gens qui sont à Glasgow peuvent accompagner le gouvernement d'abord à protéger ces forêts, donc à lutter contre l'exploitation illicite, mais à permettre au Cameroun de bénéficier de façon efficiente de sa forêt. Comment est-ce qu'on peut y arriver par rapport à ces deux problématiques? Alors, plusieurs mécanismes pourraient être envisagés. D'accord. Regardons d'abord pourquoi on exploite la forêt dans nos pays en Afrique centrale. C'est uniquement pour sa rentabilité financière. L'État veut gagner de l'argent. L'État veut de l'argent pour le trésor public. Et donc décide que la ressource, la forêt sera coupée pour apporter de l'argent au trésor public. Et donc si on part de ce principe, on a au moins 2 pistes qui peuvent être envisagées. La première, c'est qu'à Glasgow, les pays du Nord, les pays riches, mettent de l'argent et disent « on regarde ce que ça vous rapporte ». Le secteur forestier, et on vous donne un chèque qui représente ce que vous auriez pu gagner,
et vous gardez la forêt sans l'exploiter. Ça peut être la totalité de votre forêt, ça peut être une partie de votre forêt, mais on vous donne l'équivalent de ce que cela aurait pu vous générer comme revenu. Et en échange, vous gardez cette forêt pour toute la valeur écologique qu'elle peut avoir. C'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de dire, on vous aide à changer totalement votre système, le système d'exploitation, le système de contrôle. On vous donne un chèque, on vous donne une assistance technique pour changer votre contrôle, votre système. De quoi est-ce qu'il s'agirait? On dirait par exemple, en ce moment, vous coupez 5 millions de mètres cubes, par exemple. Si vous faites 5 millions de mètres cubes de bois, ça équivaut à un certain nombre d'arbres, à une certaine superficie de la forêt. Et ça équivaut à une certaine valeur. Mais si on vous donnait les moyens de couper moins et de transformer ce bois localement, à la fin, vous auriez moins coupé en termes d'arbres et de superficie, mais vous gagnerez peut-être plus en termes de valeur financière. Donc, si au lieu de faire sortir du bois en grumes, vous faites sortir des chaises comme celles que nous utilisons en ce moment, la valeur est plus élevée. Absolument. Et qu'est-ce que cela suppose? Cela suppose que l'on forme localement des personnes, des techniciens pour arriver à produire quelque chose en bois, des produits finis, des tables, des portes, des fenêtres, tout ce dont on a besoin, et qu'on change l'outil industriel que nous avons. En ce moment, on a surtout de quoi scier le bois de manière, je dirais, un peu grossière, et avec beaucoup de pertes. Si on changeait ces équipements-là, si on nous apportait la technologie pour faire ça, si on nous apportait le chèque qui permet de faire ça, on réduirait la pression sur la forêt et on gagnerait plus d'argent par le bois que nous Mais de ce point de vue, est-ce qu'on ne s'expose pas à une dépendance, je ne veux pas dire absolue, mais une grande dépendance justement de ces pays en interne? N'y a-t-il pas des possibilités, des moyens de... On est déjà très dépendant, parce que le bois, nous ne le consommons pas. Nous le consommons très peu. Les bois les plus chers... Pourtant, nous sommes dans le besoin. Oui, nous en avons besoin. Là, quand je regarde, par exemple, on parle de logements sociaux, 200 000, 300 000. La seule question que je me pose, c'est combien de fenêtres, combien de portes, combien de lits, de tables, d'armoires, et d'où viendra le bois? Est-ce qu'on aura les moyens de trouver ce bois-là? Est-ce qu'on peut trouver un bois légal, de bonne qualité et suffisamment bon marché pour le pouvoir d'achat du Camerounais moyen? Ma réponse, c'est non. Aujourd'hui, c'est non. Le bois, il sort surtout. Nous sommes très dépendants. Dans les volumes, dans les essences que nous coupons, c'est le marché qui détermine. Mais si nous faisons des meubles, c'est nous qui pourrons orienter les essences, parce qu'on fera des produits finis. Très peu de gens essayent de savoir quelle est la nature du bois duquel est fait la chaise sur laquelle ils s'asseyent. Non, ils veulent une chaise qui présente bien, qui soit bien finie. Donc là encore, on pourrait avoir les cartes entre nos mains si on avait la possibilité d'orienter les choses dans cette direction-là. Mais en même temps, c'est la même chose que font les autres. Les Vietnamiens, c'était un pays forestier. Mais aujourd'hui, ils importent la plus grande partie du bois qu'ils ont chez eux et ils sont devenus un vaste chantier, une grande usine qui transforme. En fait, l'idée, c'est de dire, nous pouvons faire la même chose. Nous pouvons devenir cette usine-là, former des gens localement, nous équiper localement ou l'imposer à ceux qui veulent venir investir. Le Vietnamien qui arrive, pourquoi il sort des grumes? Parce que l'État le laisse faire. On pourrait lui dire, on n'est pas contre votre installation, mais vous installez ici une usine de produits finis et les produits que vous envoyez vers les États-Unis partiront du Cameroun, pas du Vietnam. Vous êtes obligé de former, de recruter, de former et d'équiper vos usines ici avec une technologie de pointe que vous avez déjà au Vietnam. Alors dites-moi, le rapport il est sur la place publique. Avez-vous le sentiment que les acteurs se le sont appropriés, les pouvoirs publics? Avez-vous un retour de votre rapport? Alors oui, nous savons qu'il y a eu beaucoup d'intérêt de plusieurs acteurs. Alors certains
se sont intéressés aux données financières, avec pour question comment faire pour boucher tous les trous et s'assurer que les fuites financières ne se poursuivent pas, comment faire pour éventuellement récupérer une partie de l'argent perdu. D'autres se sont intéressés à la question de l'impunité et nous demandaient qu'est-ce qu'il faut faire. Comment est-ce qu'on peut arriver à éviter que une criminalité économique comme celle-là se développe sur notre territoire sans que l'on puisse faire quoi que ce soit. D'autres ont parlé de la qualité de la gestion forestière. Il nous faut changer parce qu'il faut que la qualité de la gestion forestière soit améliorée. Mais je dois dire qu'on attend encore de voir des actes concrets. On a écouté beaucoup de discours, mais on n'a pas encore vu d'actes concrets. Et en même temps, tout ce qui est dit dans le rapport se poursuit. On a vu de nouvelles opérations s'ouvrir avec des Vietnamiens sur des chantiers totalement illégaux qui continuent avec exactement les mêmes pratiques et qui, dans certains cas, les ont même affinés. Alors, le premier responsable de tout cela, le gouvernement, s'est-il manifesté? Oui, le gouvernement se manifeste toujours et il a été destinataire du rapport, s'est prononcé, on a vu des études se mettre en place. Donc, on voit un frémissement, mais on veut voir un résultat parce que, encore une fois, il s'agit de sommes extrêmement importantes. Et nous sommes un pays pauvre, on n'a pas les moyens de perdre autant d'argent, de le jeter par les fenêtres. Surtout pas aujourd'hui. Samuel Guifo, je pense qu'il me reste plus qu'à vous remercier pour évidemment cette édification assez judicieuse, si je peux le redire, qu'on vient de voir en 90 minutes, la problématique du bois, de l'environnement, en espérant évidemment que vous poursuiviez ce travail-là et qu'il ait un impact dans la gestion de notre bois. Je vous remercie infiniment, M. Dipita. Le temps est passé si vite en votre compagnie et en la compagnie de vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Dans tous les cas, je me suis pas ennuyé non plus. Merci infiniment. Merci à vous également à la maison d'être resté jusqu'à 7h pour regarder cette autre édition de Face à l'actu. Nous espérons que vous avez été édifiés. Davantage, interpellons les décideurs pour que la vente illicite, illégale du bois et que davantage les revenus issus de ce bois-là profitent au Cameroun. Que la vente cesse, la vente illicite évidemment, illégale cesse et que les revenus profitent au Cameroun. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi également. Demain c'est lundi. Par avance, bon début de semaine. Bonsoir. Merci.